Bonsoir à tous. Merci d'être là aussi nombreux, même plus nombreux que prévu. Nous sommes évidemment très touchés de votre présence. Nous sommes touchés plus particulièrement aussi à l'Atrium, puisque nos confrères de Suresnes sont en deuil, puisque leur chargé de communication était au Bataclan avec son ami la semaine dernière. Donc c'est très particulier pour nous ce soir. On rouvre l'Atrium aujourd'hui. Vous êtes nombreux, ça nous fait vraiment, vraiment, vraiment très chaud au cœur. Bravo à vous. Et nous allons passer, je pense, une très très belle soirée devant cette pièce d'Irène Nemirovsky, avec un débat à l'issue de celle-ci, en présence d'Olivier Philippona, son biographe, avec lequel vous pourrez converser, ainsi qu'avec deux des comédiens de la pièce. Virginie Lemoine joue ce soir au Gros du Roi, donc elle ne sera pas avec nous, mais vous verrez, vous passerez une très 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 belle soirée. Nous ne chanterons pas la Marseillaise ce soir, nous ne ferons pas de minute de silence, mais je vous propose, vous ferez comme vous voudrez, qu'à l'issue du spectacle, au moment des applaudissements, parce que je ne doute pas que vous applaudirez, eh bien peut-être que nous ayons tous des applaudissements plus nourris, plus forts, plus longs que d'habitude, en communion avec les comédiens et toutes les personnes qui travaillent dans ce théâtre. Ce sera notre manière à nous de rendre hommage à toutes les victimes de la semaine dernière. Merci et on compte sur vous pour le débat qui s'organisera ici même, animé par Pierre-Olivier Scotto, que vous connaissez maintenant dans le cadre des rencontres de l'atelier. Vive le théâtre et vive le spectacle vivant. Merci. La première question, d'abord bravo, c'est formidable. Merci. Vraiment, c'est formidable. Enfin, moi je dis ça, enfin, vous avez entendu les applaudissements, mais je redis quelque chose. Ça fait une semaine que j'ai pas entendu des rires. Et je faisais cette réflexion au salut. Je me disais, c'est incroyable le rire, comme on oublie, comme on peut pendant une semaine ne plus rire, ou ne plus oser rire. Et là, ce soir, vous avez osé rire, et je trouve que c'est magnifique, ce que disait Hervé tout à l'heure, c'est magnifique le spectacle vivant, parce que ça nous réconcilie avec l'humanité, ça nous réconcilie avec la littérature, ça nous réconcilie aussi avec les humains. Même si ces humains ne sont pas terribles, quoi. Mais ils ont une humanité quand même. Je trouve. Voilà. Irène Nemirovsky, on a aussi connu. Oui, on va en parler. Alors la première question que je voudrais poser à Olivier Philippona, c'est alors moi j'avais pas vu le spectacle, j'avais lu le bal. Est-ce qu'il y a déjà, est-ce que c'est très proche du texte et est-ce que c'est autobiographique? Il y a une partie autobiographique dans le bal et par rapport à la vie d'Irène Nemirovsky. Alors, bonsoir tout d'abord à tout le monde. Je n'ai pas fait une comparaison détaillée de l'adaptation de Virginie Lemoine et du texte d'Irène Nemirovsky, qui n'est pas une pièce de théâtre à la base. C'est une longue nouvelle, un petit roman presque, mais très très dialogué. Et tous les dialogues qu'on a entendus ce soir figurent dans le livre d'Irène Nemirovsky. Donc vraiment, c'est une adaptation qui est à la fois très fidèle et très personnelle et très très originale. Est-ce que c'est autobiographique? Vraiment, alors très rapidement, parce que je ne veux pas être ennuyeux, Non, allez-y. Je vais retracer à très très grands traits son existence. Irène Nemirovsky, c'est un cas à peu près unique dans notre littérature. Elle est passée 2 fois dans sa vie de l'anonymat presque complet à une célébrité quasiment universelle. La première fois, c'est en 1929. Elle est une jeune émigrée russe de 26 ans qui parle français depuis très très longtemps parce qu'elle a été élevée par une gouvernante française, parce que ses parents, qui étaient des parvenus, comme dans la pièce, passaient 6 mois de l'année en France. Et en 1929, elle est jeune mariée, elle vient de donner naissance à sa petite fille, Denise, et elle publie un roman qui s'appelle David Golder, et qui la rend célèbre du jour au lendemain. Le livre va être adapté au cinéma, comme Le Bal, du reste, par Julien Duvivier. Ensuite, elle publie de nombreuses nouvelles, beaucoup de romans jusqu'en 1940. En 1940, elle est juive, émigrée russe mais juive. Elle n'est pas française. Et comme vous le disiez, elle va connaître elle aussi la barbarie, puisqu'elle est arrêtée en 1942 par la police française dans le village de Bourgogne où elle s'était repliée avec son mari et ses petites filles. Et déportée à Auschwitz, où elle va mourir en août 1942. Et ensuite, elle retombe dans un certain anonymat après-guerre, il faut bien le dire, sauf Le Bal et David Golder qui étaient encore lus, mais tous ses autres romans ne l'étaient plus. Et en 2004 est publié le grand roman sur l'occupation, sur l'exode qu'elle écrivait pendant la guerre,
qu'elle n'a pas eu le temps de finir puisqu'elle a été arrêtée. Ce roman a été interrompu. Il a été publié en 2004 et elle a de nouveau connu un succès posthume cette fois, mais universel. Donc c'est un cas assez unique, vraiment unique, je crois. Oui, je crois que c'est eu le prix Renaudot. Alors, il y a eu le prix Renaudot à titre posthume, mais le livre a été traduit dans 35 langues, je crois, adapté au cinéma. Enfin, et c'est vrai que c'est à la fois un roman et un document exceptionnel sur la période de l'occupation. Alors le bal, quel rapport y a-t-il entre le bal? On va peut-être poser les questions aussi aux comédiens. Il parle tellement bien, Monsieur Philippe Non, Ognat. non, mais les comédiens aussi ils parlent bien. Est-ce qu'il y a un côté, est-ce que quand Irène Nemirovsky écrit le bal, est-ce qu'elle raconte un petit peu son enfance, son adolescence? Oui, d'une certaine Oh là là. façon. Oui, mais c'est pas le premier. D'ailleurs, dans son premier roman qui s'appelait L'ennemi, elle parle de ses rapports très conflictuels avec sa mère, qui était vraiment une femme détestable. Beaucoup plus, hein, je l'ai considérablement attendrie. Hein. On en parlera pendant la soirée, on va en parler, oui. Elle s'appelle Fanny, non, c'est ça? Elle se faisait appeler Fanny. Elle était russe également, et donc de toute façon, elle a toujours, elle n'a jamais supporté d'avoir une fille, d'avoir une descendance, parce que cette fille, en grandissant, La supplanterait. et en plus, on voyait son âge, on comprenait qu'elle était une femme qui commençait à vieillir, etc. Et ça, elle ne le supportait pas. Voilà, donc il y a de... Oui, allez-y Olivier. Effectivement, oui, vous faites bien de dire qu'avant le bal, Irène Nemirovsky a publié sous pseudonyme d'abord, hein, pour ne pas que ses parents, son père surtout, qu'elle aimait beaucoup, puissent s'y reconnaître immédiatement. Elle avait publié un autre roman qui s'appelait L'ennemi avant, déjà sous pseudonyme, et qui est un roman intéressant qui raconte à peu près la même histoire, mais de façon très mélodramatique, alors sans la cruauté, l'ironie qu'on a, la drôlerie qu'on a dans le bal. Et puis surtout, il y a une énorme différence qu'on ne voit pas dans le bal parce qu'elle l'a supprimé. C'est que dans L'ennemi, et dans le film d'ailleurs qui sera tiré du bal avec Daniel Darieux en 1931, il y a un autre personnage qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas vu ici, qui était suggéré pour ceux qui ont vraiment suivi de très très près, c'est le personnage de l'amant de la mère. Dans L'ennemi, la petite fille, qui est Irène Nemirovsky, surprend sa mère avec un amant. Et ça, c'est vraiment le nœud du conflit d'Irène Nemirovsky avec sa mère. C'est que c'est très présent dans David Golder aussi. Je pense qu'elle a longtemps soupçonné qu'elle était la fille adultérine de sa mère. C'est tout le sujet de David Golder. Et c'est pour ça que cette pièce est si cruelle, si écrimonieuse. À la fin, on l'entend dire... ma pauvre maman, Oh, petit maman. mais sa pitié et sa vengeance en réalité. Oui, absolument. Ça, c'est très bien. C'est très bien fait. Une question à Serge, plus sur le spectacle, parce que c'est bien aussi qu'on parle du spectacle. Comment vous avez travaillé? Alors, avec Virginie. À Virginie Lemoine, que vous Lemoine. connaissez, bien entendu. En général, elle a travaillé donc l'adaptation. C'est elle qui a fait l'adaptation. C'est elle qui a fait l'adaptation. Elle fait beaucoup de lectures au départ, elle-même. Donc on va assez souvent écouter la progression du travail. C'est elle qui lit ou c'est C'est vous elle qui lit. Non, D'accord. c'est elle qui lit. Voilà, jusqu'à ce que ça soit. Elle adore ça. C'est génial. Elle joue tout, donc voilà. Et après ça, une fois que ce stade elle a terminé son adaptation, on fait des lectures, voilà. Et puis après, on trouve une salle, Oui. et tout se met en route petit à petit. Voilà. Ma question, Serge et Brigitte, c'est comment Virginie travaille sur la direction d'acteur et sur la composition des personnages. Comment elle vous a présenté les personnages? Comment vous avez travaillé ensemble sur l'évolution, la création des ouais, personnages? Elle donne toujours, enfin j'ai fait d'autres spectacles avec elle et Brigitte aussi, elle donne toujours un peu un passé du personnage, un vécu, enfin elle nourrit un peu le personnage. Et puis après ça, elle fait un travail qui pourrait sembler parfois, un peu sclérosant, parce qu'elle a vraiment dans l'oreille l'ensemble de la pièce, ce qu'elle voit, ce qu'elle projette. Donc elle nous amène, je dirais presque dans un ton, voilà. Mais elle nous demande pas de faire de l'imitation. Non. C'est plus pour donner un sentiment, une atmosphère, un état. Une couleur. Voilà. Et après, évidemment, on s'accapare tout ça, et elle est
toujours très acheteuse quand ça lui Voilà, plaît. elle prend. Voilà. Elle prend. Ouais. D'abord, elle nous enferme, Oui. Oui. et après, on s'ouvre. En fait, elle vous donne un cadre de partition et après Oui. vous pouvez improviser. Enfin, improviser dans la partition. Oui, voilà. Et elle est très vigilante quand même à ce qu'on ne sorte pas trop de la partition. Voilà, très. Ça se voit pas. Ça se voit pas. On Non, a- c'est un cauchemar. C'est une horreur, c'est une horreur. Non, mais on vous sent très non, pas du libre. tout. On vous sent très libre. Je comprends. Hein, on connaît cette entre guillemets cette catégorie de metteurs en scène qui sont très très précis. Et à la fois, on sent. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que des metteurs en scène qui ont été ou qui sont comédiens parce qu'ils savent ce que c'est qu'un acteur, quoi. Et je trouve que c'est formidable parce qu'on sent que. Voilà. Et puis Virginie a une très grande humanité. Enfin, je Oui. pense que voilà. Et ça, c'est une personne vraiment délicieuse. Donc, dans Elle le vous travail. embrasse, elle est en tournée ce soir. Oui. Virginie, elle aurait pu être là, mais elle est en tournée. Elle nous a envoyé un petit texto tout à l'heure pour nous dire qu'elle était au cœur avec vous. Je rebondis sur le mot de Serge et de Brigitte, sur l'humanité de Virginie, mais là, on parlait de l'humanité d'Irène Nemirovsky. Je trouve qu'il y a, moi qui ai lu, j'ai pas lu grand-chose, j'ai lu Le Bal, et puis j'ai lu aussi le vin de la solitude, c'est ça? Le vin de solitude. Le vin de solitude, qui est aussi autobiographique. Ah, complètement autobiographique. À la fois, c'est très humain. On pense à Maupassant, on pense à Stefan Zweig, on pense même à Schnitzler. Et puis, à la fois, c'est très cruel. Elle a un regard sur sa communauté, même si elle n'était pas croyante, elle est juive. Il y a un regard très cruel sur la communauté juive de l'époque. Et est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu à la fois de ce double regard qu'a Nemirovsky? Je dirais, parce que c'est compliqué, c'est vrai que son rapport à la judéité est compliqué, c'est quelque chose qui n'est pas simple pour elle, qui ne l'a jamais été. Elle s'est elle-même convertie avec son mari au catholicisme à une date qui n'est pas indifférente, c'est 1939 quand même, donc au moment où elle a quand même compris que le nazisme était un danger. Peut-être pas tout à fait encore pour elle, mais elle a compris que ce serait préférable en tout cas de s'assimiler plus étroitement à la communauté française, ça a été son choix. Il y a chez elle un double mouvement de curiosité, d'intérêt, de passion pour cette partie de ses origines, puisqu'elle y revient tout le temps. Jusqu'en 1940, elle ne cesse d'alterner des romans qui sont presque des romans de Mauriac, qui se passent dans les milieux bourgeois, français, etc., et puis des romans qui se passent dans le milieu judéo-russe. Voilà. Donc il y a vraiment, une fibre pour cette partie de son identité chez elle. Et en même temps, il y a une volonté d'être un auteur français qui ne s'apitoie pas sur ces sujets-là, qui ne s'apitoie pas sur elle-même. Et donc, il y a ce mouvement d'ironie, de cruauté vis-à-vis d'elle-même, finalement. Et aussi vis-à-vis d'un milieu qui est son milieu d'origine, qui est un milieu de banquiers, de financiers, de self-made men, mais qu'elle a toujours détesté. Elle a toujours détesté cette ambiance pas du tout littéraire, où on ne parle que de chiffres, qui était le milieu de sa famille, finalement. Donc, on a pu penser à l'époque, dans les années 30, qu'elle portait un regard extrêmement acide sur les Juifs. En réalité, c'était essentiellement sur son petit finance. milieu. Non, même pas. C'est vraiment sur son milieu familial, sur l'étroitesse d'esprit du milieu très très restreint dont elle provient. Mais on a pu prononcer ici ou là le mot d'antisémitisme, ça ne le convient absolument pas. La concernant, je pense que ça relève de l'ironie, de l'humour et d'une certaine cruauté vis-à-vis de soi-même. Oui, c'est ça. Si on peut parler aussi du personnage, le regard de cette jeune fille, parce qu'en fait, cette pièce, ou cette nouvelle d'abord, c'est par le prisme de cette jeune fille. D'ailleurs, Virginie a fait l'adaptation en centrant sur des monologues. La jeune fille est à la fois la récitante et à la fois elle incarne. À la fois le rapport au public et à la fois elle joue avec ses parents. Ça, c'est l'apport de Virginie Lemoine. Voilà. Ça, oui. La nouvelle, comment est-elle écrite par rapport à ça? Est-ce qu'il y a le témoignage de cette jeune fille ou c'est mêlé? Non, c'est un récit à la troisième personne, mais ce qui est très très intéressant quand on lit Le Bal, je vous invite vraiment à le lire pour comparer le roman à votre souvenir de la pièce, c'est qu'on sent très très clairement qu'Irène Nemirovsky pense au théâtre. Et le salon où va se donner le bal est une pièce de théâtre. Dans le roman, Antoinette est reléguée dans la penderie, mais au premier étage. Et au cours du roman, on la voit regarder ce qui se passe dans le salon, exactement comme si elle était dans les loges, ou plutôt au balcon, pardon, et qu'elle regardait en plongée la scène de théâtre. C'est du théâtre de cruauté, quelque part. Absolument. Est-ce qu'elle a vu les films? Est-ce qu'elle a vu Oui, l'adaptation du Bal Oui.
Oui, j'en suis d'autant plus certain que alors, ça a été adapté en même temps au théâtre et au cinéma. Alors elle a voulu se tenir en dehors de cette querelle parce que le cinéaste et le metteur en scène se sont accusés l'un l'autre d'avoir pompé sur leur scénario. Donc elle s'est tenue en dehors de ça, mais quand on regarde le film avec Daniel Darieux dans son premier rôle, elle a 15 ans. On peut le trouver, le film, encore? Ah ben, il vient de ressortir en DVD. Ouais, ouais. Je vais l'acheter. Eh bien, il y a des détails qui font mouche. Par exemple, l'amant, on l'aperçoit dans le film, alors que dans le livre, il n'existe pas. Ça ne peut être qu'un apport d'Irène Nemirovsky. Et ça a été adapté au théâtre aussi? Ça a été adapté au théâtre exactement en même temps. Un metteur en scène qu'on connaît encore aujourd'hui ou non? Oh non, plus du tout connu. J'ai moi-même oublié son nom, c'est pour vous dire. C'était à Paris? C'était à Paris, oui, oui. D'accord, c'est intéressant. Vous saviez qu'il y avait une adaptation théâtrale? Bien Non, sûr. moi, je savais pas. Oui, bien entendu. Tu le savais? Mais moi, j'ai lu la biographie de Monsieur Philippona que je vous conseille parce que c'est vraiment extraordinaire. Et vraiment, et donc là-dedans, il y a tout. On va passer tout de suite directement, parce que je ne veux pas qu'on squatte nos invités, et passer aux premières questions du public. Je reviendrai aussi à... Je vous poserai d'autres questions, mais est-ce qu'il y a une première question? C'est toujours la première question qui est la plus difficile. Merci, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pourriez nous rappeler les circonstances de la publication de Suite française? Merci. Oui, je ne vous ai pas aperçu, monsieur, mais Monsieur est là. Ah voilà, je vais vous répondre tout de même. Donc, Suite française est un roman, un très grand roman en 5 parties qu'Irène Nemirovsky avait conçu comme son Guerre et paix de Tolstoï. C'était vraiment son modèle. Elle a su à partir de 1941 que ce serait un roman posthume. Elle l'écrit, elle le sait. Donc, si on peut dire vulgairement, elle se lâche complètement. Et ça aurait été son plus grand roman. Ça le demeure malgré tout. Il n'en reste que 2 parties, mais à la fin du manuscrit, il y a le mot fin quand même. Donc on ne peut pas exactement dire que c'est un roman inachevé, mais elle l'aurait probablement un petit peu repris. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, Irène Nemirovsky a été arrêtée en juillet 1942, mais pas son mari. Elle a été arrêtée seule. Donc son mari et ses petites filles l'ont vu partir, emmenés par les gendarmes. Donc son mari a essayé de la sauver par tous les moyens pendant les 3 mois qui lui restaient jusqu'à sa propre arrestation en octobre 1942. Et au moment où il a été arrêté, lui, toujours sans les petites filles, il a donc confié à la petite fille et à la gouvernante qui s'occupait d'elle les documents de famille, les manuscrits, les photos et le manuscrit de leur mère, en leur disant à peu près conservez-le précieusement, emportez-le avec vous, veillez sur ce manuscrit puisque votre mère va revenir pour le terminer, doit le terminer. Évidemment, après l'arrestation du père, la gouvernante a emmené les petites filles, les a cachées jusqu'à la fin de la guerre. Je vous passe les détails, mais ça s'est terminé à Bordeaux, à la libération de Bordeaux en 1944. Et la fille aînée d'Irène Nemirovsky, Denise, a conservé ce manuscrit, entre autres choses, jusque toute sa vie. Et un jour, dans les années 80, je crois, elle avait entreposé ce manuscrit avec d'autres documents dans sa cave. Il y a eu un dégât des eaux. Le manuscrit n'a pas été abîmé, mais elle s'est rendue compte tout à coup qu'elle pouvait le perdre. Et donc elle a entrepris de transcrire ce manuscrit, écrit d'une écriture absolument minuscule, très raturée, au cas où il viendrait un jour à se perdre. Et c'est en le transcrivant qu'elle s'est rendue compte que ce roman, il était peut-être inachevé, mais il était parfait d'un point de vue de la rédaction. Donc il était parfaitement publiable, mais elle ne l'a pas transcrit dans le but de le publier. C'est une amie qui, le lisant pour la première fois dans les années 2000, lui a dit « il faut publier ce texte qui est extraordinaire ». Et pourquoi, je rebondis sur la question de monsieur, pourquoi elle n'avait pas eu l'idée, surtout qu'il y a une deuxième fille dont on parlera, Elisabeth Gilles de Nemirovsky, qui est auteur, écrivain, pourquoi elle n'avait pas eu l'idée de publier ce dernier roman? D'abord parce que je pense qu'elle n'avait jamais pris la peine de le transcrire, donc jamais vraiment pris la peine de le lire du début à la fin. Et puis c'est vrai que si vous ouvriez le manuscrit, vous auriez immédiatement l'impression d'avoir affaire à un brouillon. Par ailleurs, et je pense qu'il y avait quand même pour elle un côté sacré quand même. Donc il ne s'agissait pas de publier une œuvre que leur mère n'avait pas pu finir. Donc c'est vraiment sur l'invitation d'une amie que Denise, Elisabeth Gilles était décédée en 2004, mais que finalement elle s'est résolue à publier ce manuscrit, sinon je pense qu'elle ne l'aurait jamais fait.
Est-ce qu'on a bien répondu? Est-ce que M. Philippon a bien répondu? Oui. Attendez, il faut le micro parce que c'est un peu filmé. Et en 1942, Gallimard ne connaissait pas l'existence de ce manuscrit. Alors, son éditeur, qui n'était pas Gallimard à cette époque, qui était Albin Michel, savait bien sûr que Irène Nemirovsky écrivait ce livre, mais la même chose. Pour elle, pour l'éditeur d'Irène Nemirovsky, le manuscrit était inachevé, il n'était donc pas question de le publier. Je crois qu'Albin Michel a beaucoup aidé Nemirovsky parce qu'elle a été dépossédée de tous ses droits d'auteur de par les lois. Ah oui. Ah ouais, son mari, qui n'était pas homme d'affaires, comme c'est écrit sur le petit papier qu'on a distribué, mais qui était employé de banque, a été radié de la banque où il travaillait à quelques jours de la publication du statut des Juifs en octobre 1940. La banque prévoyante a préféré se séparer de ce collaborateur. Donc plus aucun revenu de ce côté-là. Elle a continué à publier quelques nouvelles sous pseudonyme dans quelques journaux, mais ça s'est vite tari. Et l'éditeur Albin Michel, en effet, a continué à lui verser des mensualités d'auteur jusqu'à la fin, alors que son compte d'auteur était archi déficitaire. Donc oui, Albin Michel leur a apporté une aide véritable, oui, une aide extraordinaire, y compris après sa mort, puisque après-guerre, ils ont publié 2 autres romans inédits d'Irène Nemirovsky, achevés ceux-là, qui n'ont pas eu de succès du tout. C'était lesquels? C'était Les biens de ce monde, en 1947, qui se termine en 1940 d'ailleurs. C'est un petit peu ce qui se passe avant Suite française. Et Les feux de l'automne dans les années 50, mais sans succès parce qu'Irène Nemirovsky était oubliée. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui, monsieur. Pardon, il dit on vous fait marcher. Bonsoir. Je voudrais, moi, revenir directement à la pièce que nous venons de voir et au jeu des comédiens. Il y a une phrase, madame, qui m'a frappé dans ce que vous avez dit au début, alors que votre rôle de mère est quand même un rôle assez violent vis-à-vis de votre fille. Vous avez dit que vous l'avez atténuée. Est-ce que ça veut dire que dans le texte de départ d'Irène Nemirovsky, le personnage que vous jouez est encore plus violent que ce que vous avez exprimé ce soir? Comme vous l'a très bien dit M. Philippona, Virginie Lemoine a adapté la pièce, mais pratiquement avec les mots d'Irène Nemirovsky. Donc, ce qu'on dit, ce sont vraiment les mots, les phrases d'Irène Nemirovsky. Donc, effectivement, après, dans l'interprétation, on y met un petit peu plus de violence ou pas. Mais en tout cas, ces mots sont là, et les mots sont terribles. Donc, moi je disais que je l'avais attendrie par rapport à la vraie Fanny. Par rapport à la vraie maman. À la vraie maman, voilà. Mais je crois que dans le bal, elle est aussi terrible que ça. Elle est terrible, et moi je vais, voilà, si vous voulez, elle est terrible, elle est exactement ça, elle dit exactement ces mots-là, donc elle est. Et moi je vous dis ça surtout parce que nous avons rencontré Denise Epstein, donc Denise, la fille d'Irène Nemirovsky, qui est décédée il y a deux ans, je crois. Elle est venue puisque elles ont avec Virginie, Denise et Virginie ont eu une relation très proche, et Virginie, quand elle a demandé les droits d'auteur, elle ne pensait pas avoir un contact aussi important pour elle, et je pense aussi pour Denise. Et Denise est venue nous voir dans une représentation à la Huchette, et c'est elle qui m'a dit, et son petit-fils aussi, qui m'a dit, mais finalement, vous lui avez donné plus d'humanité qu'elle n'en avait. Voilà. C'est pour ça que je parle d'attendrie. Oui, il faut rappeler,
on a 1000 anecdotes sur la mère d'Irène Nemirovsky, mais il y en a certaines qui sont gratinées tout quand même. J'ai trouvé ça, je ne sais pas si c'est volontaire de la part de Virginie Lemoine, il y a un ourson dans la pièce. Et l'ourson, si vous avez la curiosité de regarder des photos, il y en a plusieurs qui ont été publiées d'Irène Nemirovsky dans des albums, dans des magazines. Il y en a une où on voit Irène Nemirovsky avec sa fille Denise sur ses genoux, toute petite, et le gros ours. Le gros ours, Denise m'a raconté que c'est Fanny, c'est la Rosine de la pièce, qui l'a offert, non pas à elle, Denise, la petite fille, mais à Irène Nemirovsky, la mère. Elle était déjà mère, elle avait déjà 30 ans, que sa mère lui offrait un ourson. C'est-à-dire que c'était pathologique, l'idée de ne pas vieillir chez cette femme, de considérer que sa fille de 30 ans était encore une petite fille, qu'elle-même n'était pas une grand-mère, c'était devenu vraiment pathologique. Et à la Libération, quand les petites filles sont venues frapper à la porte de leur grand-mère en leur demandant de l'aide, la porte ne s'est pas ouverte. La grand-mère a répondu il y a des sanatoriums pour ça, ou des orphelinats. Des orphelinats dans ces cas-là. Je n'ai pas de petite fille. Je n'ai pas de petits-enfants. Je ne connais pas Irène Nemirovsky. Voilà. Mais le personnage, très rapidement, là où le personnage de la grand-mère est quand même assez complexe, c'est que lorsqu'elle est morte à plus de 100 ans, en 1972... Ça conserve la méchanceté. Exactement. Ses petites filles sont allées donc dans son appartement récupérer quelques affaires. Il paraît qu'il y avait des centaines de fourrures, toutes usagées, qui dataient des années 20 ou 30. Et dans un coffre, il y avait 2 romans d'Irène Nemirovsky dédicacés à sa mère. Donc malgré tout, comme vous dites, il lui restait malgré tout un fond d'humanité, mais bien dans un coffre. Bien enfoui. Dans un coffre. Est-ce que c'est vrai? Moi, j'ai lu une anecdote comme quoi, quand Irène Nemirovsky est enceinte, sa mère lui demande d'avorter pour ne pas devenir grand-mère. Ah, alors ça, je n'ai jamais entendu. J'ai pas lu dans Closer, hein, c'était dans la. Je le tire en fait, de l'édition scolaire. Il y a dans le bouquin du bal, parce que tu étudies au collège, hein, et donc il y a une anecdote comme quoi la mère lui aurait demandé d'avorter quand elle allait devenir grand-mère. Elle a pu le souhaiter, mais je n'ai jamais entendu dire qu'elle l'ait demandé. Non. D'accord. Alors donc, voilà, c'est les éditions, je ne sais pas ce que c'est Hachette ou c'est... Voilà. Vous corrigerez. On corrigera. Et l'autre chose que j'avais lue, alors ça a peut-être l'air plus crédible, c'est que quand Irène Nemirovsky a 18 ans, on organise son premier bal, est-ce que sa mère lui demande de la présenter comme sa jeune sœur, comme sa sœur, là aussi. C'est dans la toujours même le édition même livre, scolaire. oui. Bon, je vais le jeter. C'est embarrassant quand même. Non, Irène Nemirovsky a beaucoup dansé, c'était une jeune fille très vivante dans les années 20 avec ses amis de la Sorbonne, etc. Elle a elle-même, effectivement, elle sait ce que c'est qu'un bal, oui, elle en a beaucoup. Et voilà, donc c'est mais dans ça, non, ça, je n'ai jamais entendu ça. Bon, écoutez, alors n'achetez pas l'édition scolaire du bal, c'est une suite de... Voilà, bon, mais je ne savais pas. Autre question, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Merci, bonsoir. Et je voudrais poser une question liée à la mise en scène, parce que je ne peux pas m'empêcher de faire des rapprochements avec une pièce très connue, La Cantatrice Chauve, au niveau de ce qui se passe dans la pièce, de l'horloge dans un coin, du décor même, dans la mise en scène classique connue, et des entrées de personnages. Voilà, c'est tout. Il y en a qu'un qui peut vous répondre. Serge ? Tu as joué combien de fois Vous avez joué combien de fois La Cantatrice Chauve, Serge? Je n'ai pas compté, mais ça fait maintenant depuis fin 2009. Donc, à raison une quinzaine de jours tous les 2 mois en moyenne, mais ça peut être plus. Au moins 200-300 fois. Oh oui, Facile. Oui, facilement. Oui. Donc vous pouvez répondre à la question. Oui, mais c'est vrai que moi, quand on a travaillé notamment sur la scène du bal, enfin de la tente, c'est vrai que j'ai pas pu m'empêcher de penser à La Cantatrice Chauve, parce qu'il y a la scène des silences qui est absolument incroyable. Et autant dans La Cantatrice Chauve, parce que c'est vérifié, ça fait des années que ça fonctionne, etc. Autant là, je me disais, quand j'en ai parlé avec Virginie, je me disais, mais comment tu vas faire ce temps qui passe, etc. Tout ça, c'est vrai, hein, ça nous inquiétait un petit peu. Elle avait hésité aussi, voilà. D'ailleurs. Et finalement, elle a dit non, on va rien faire. En fait, simplement, ils vont attendre, c'est des petites choses, etc. Et
enfin, il me semble que ça fonctionne Complètement. très bien, qu'on a ce Au départ, sentiment elle du pensait temps. faire des noirs. Oui, elle pensait faire des noirs. Et puis elle a très vite. Oui, il y a des fondus enchaînés. Il y a des sortes de fondus enchaînés, là, comme au cinéma. Et elle avait raison, oui, parce que ça fonctionne. ouais, ça On voit les minutes passer. Ouais. On voit les minutes, on voit l'horloge bouger. Ouais, ouais, c'est ouais. extraordinaire. Mais ça, oui, elle a très bien mené les petits détails, les petites choses qui se répètent, la montre qu'on sort, mais pas tout le temps non plus, les petits agacements. Puis votre personnage, où toujours plein de petites interjections. Oui. Qu'est-ce Oui. qu'il dit régulièrement? Oh là là. Oh là là. Oh là là. Ouais. Ça, c'est génial. Oui. Et oui. Ça, oui, c'est une oui. invention de Virginie ou c'est dans le texte? Non, c'est moi, je crois. Ça. Ah, c'est bien. C'est moi, oui. C'est moi. Ah ben, c'est bien. Ouais. Voilà la liberté des acteurs. Oui, tout à fait. Ouais. Brigitte, par rapport à Ionesco, l'univers à la Ionesco, est-ce que vous ressentez quelque chose par rapport à ça? Je connais assez peu, j'ai vu La Cantatrice Chauve évidemment, mais c'est vrai que, et même pour la petite histoire, le journal financier qu'il lit au début, Il vient de La il l'a Cantatrice Chauve. piqué à la Luchette. Pour porter bonheur. C'est joli, Oui. c'est des petites Bah, madeleines. c'est-à-dire que des fois, j'ai un petit trouble parce que j'attaque La Cantatrice Chauve derrière le journal. Et là, je l'attaque derrière le journal. Donc, des fois, je me dis, est-ce que je vais dire, mais comment se fait-il que le docteur s'en soit tiré, que Parker en soit mort? Ou est-ce que je vais dire, c'est pas une imbécile, tu sais. Faut C'est se joli. concentrer. Faut se concentrer. Votre question était complètement, vraiment... vous aviez répété ensemble, non? Il y a une autre question? Moi, j'ai une petite question concernant la deuxième fille de Irène Nemirovsky. Alors là, c'est pas dans le mauvais bouquin, c'est Elisabeth Gilles. J'avais lu, je crois, Un paysage de cendres, un très beau magnifique roman. livre. Je ne savais pas, à l'époque, quand j'ai lu ce roman, que c'était la fille d'Irène Nemirovsky. Elle a écrit aussi une biographie dite de sa maman, qui s'appelle Le Mirador. Alors, vous pouvez nous en parler? Oui, Et oui. qui était Elisabeth Gilles? Alors, Elisabeth Gilles, c'est donc la fille cadette d'Irène Nemirovsky. Elle est née en 1937, pardon, et elle a souffert de l'absence de ses parents d'une façon différente de Denise, puisque Denise avait énormément de souvenirs de ses parents, alors qu'Elisabeth n'en avait presque aucun. Donc c'était une souffrance assez différente, de caractères assez différents d'ailleurs. Elisabeth Gilles est devenue une éditrice assez célèbre aux éditions Julliard, une traductrice et un écrivain. Alors, il y a Le paysage de cendres, qui est un livre magnifique, où elle raconte de façon à peine romancée son existence d'enfant caché sous l'occupation avec sa sœur aînée. Chez qui d'ailleurs? Ils ont été cachés où? Je crois que c'était le Seuil, je ne voudrais pas dire de bêtises. Non, quand elles sont cachées pardon. dans quelle région? Pardon. Ah, alors, elles ont été cachées dans plusieurs endroits, dans la région de Bordeaux, parce que c'était la région d'où était originaire la gouvernante qui était employée par leurs parents. Dans un pensionnat d'abord, ensuite il y a eu une dénonciation, elles ont été obligées de quitter le pensionnat parce que la Gestapo était là. Ensuite, Denise, elles ont été séparées. Ensuite, Denise a été cachée dans une cave chez des gens à Bordeaux. Elisabeth, on ne sait pas très bien où. Toujours est-il qu'elles se sont retrouvées à la Libération et que, comme beaucoup de petites filles de leur âge et de leurs conditions en 1945, elles se sont retrouvées au Lutetia où étaient rapatriés les déportés, à la gare de l'Est, etc. Et leurs parents ne sont jamais revenus. Et j'en ai oublié votre Le question. Mirador. Le Alors, le Mirador. livre. Dans les années 80, Elisabeth Gilles a entrepris d'écrire une biographie de sa mère. Et elle a vite compris, comme je l'ai compris moi-même avec mon co-auteur Patrick Linhart, que ça allait être compliqué parce que jusqu'à son exil en France après la Révolution russe, il n'y avait pratiquement aucun document. À l'époque, il n'y avait pas Internet non plus. La BNF, il fallait aller fouiller, chercher partout. Donc, avec sa sœur, elles ont entrepris de documenter la vie de leur mère. Et quand il y avait des trous, eh bien, Elisabeth Gilles, qui était une femme de grande culture, les a comblés. C'est la raison pour laquelle elle a appelé cette biographie au titre étrange, Le Mirador, une biographie rêvée. Ce qui est juste, puisque tout n'est pas absolument exact. Mais en tout cas, tout est vraisemblable. Voilà. Alors que votre livre, c'est une vraie biographie historique. On a eu énormément de chance. C'est qu'en 2005, on a retrouvé quantité d'archives dans le grenier des éditions Albin Michel. Et Irène Nemirovsky avait conservé tous ses manuscrits depuis 1930. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les manuscrits d'Irène Nemirovsky sont les brouillons de ses romans, mais en plein milieu. D'abord, elle change de langue très souvent, elle passe du français au russe, à l'anglais,
Et en plein milieu, on trouve plein d'observations avec une date sur sa vie quotidienne, sur les événements historiques. Un journal. Oui, oui, tout est mélangé. Alors il faut tout lire. Vous avez tout lu? Il faut tout déchiffrer, oui. Et donc on arrive à reconstituer. Et surtout, il y a énormément de souvenirs très exacts. En plein milieu d'une phrase, en plein milieu d'un roman, elle s'arrête tout d'un coup. Et elle écrit « Oh, je me rappelle, ma grand-mère me disait, c'était à Kiev en 1900 temps. » Et hop, elle se rappelle un dialogue entier qu'on va retrouver dans un roman. Mais c'est un dialogue exact, tel que sa mémoire lui a restitué. Donc ça, c'était un document extraordinaire. C'est une mine pour vous. Extraordinaire. Combien de temps vous avez mis pour écrire cette biographie? Pas assez. Pas assez, parce que lorsqu'on a présenté le projet à l'éditeur en 2004, Irène Nemirovsky, d'abord il n'en a pas vraiment voulu, parce que Irène Nemirovsky, plus personne ne la connaissait, et Suite française est sortie juste après, donc c'est devenu un véritable enjeu, et il a fallu la faire en 2 ans, ce qui était correct, mais c'est pas suffisant pour faire... voilà. Et ce qui explique après que la biographie est parue, on a encore retrouvé des textes inédits, des documents, des choses, mais bon... Dans une nouvelle édition? Alors oui, elle a été mise à jour, celle que vous trouvez à l'entrée du théâtre, là, elle est en livre de poche, tout du moins. Elle est à jour, à peu près. Ouais. D'accord. Est-ce qu'il y a une question, s'il vous plaît? Oui, mademoiselle. Eh bien, bonsoir. Bonsoir. Alors moi, j'avais une petite remarque, un peu comme mon voisin. En fait, dès que vous avez commencé à parler, madame, j'ai tout de suite pensé en parallèle à Vipère au point. Et sachant qu'en plus, ça se passe de mémoire pendant la même période, dans les années 20, c'est assez paradoxal, parce que c'est pas la même histoire, mais... 2 femmes qui sont horribles. Et voilà, j'ai tout de suite pensé à ça, et je me suis demandé si vous étiez inspiré de ce roman notamment. On y a pensé, on en a parlé pendant les répétitions. Et effectivement, Folcoche était un peu comme Fanny, c'est-à-dire elle s'estimait mal mariée. Je crois qu'elles n'ont jamais aimé leur mari. Je parle sous le contrôle et ça leur a donné tellement d'amertume et de rancœur que voilà. Mais c'est vrai qu'on y a pensé. Olivier, oui. Olivier, quelque chose? Ouais, ça me fait penser moi à autre chose. On peut penser aussi à un roman qui est moins lu de nos jours, mais c'est Génitrix de Mauriac. Voilà, où on a aussi un personnage de mère qui étouffe complètement sa fille, et ça va jusqu'à l'avortement, là, cette fois. On en parlait tout à l'heure dans Génitrix. Donc c'est un thème qui a été de l'adolescence, de la révolte adolescente, qui a été traité un certain nombre de fois. Mais c'est vrai, ce qui est étonnant, c'est que Le Bal est devenu un livre qu'on lit en classe maintenant. Oui, au collège. Oui. Avec cette édition terrible que j'ai lue, là. Bah, enfin, les notes, hein, c'est l'appareil critique qui semble un peu défectueux. Bon, bah oui, je vous le passerai. D'ailleurs, vous me donnez la possibilité de rebondir par rapport à ça. Vous avez joué devant des collégiens, devant des jeunes gens, et comment ils ont réagi? Serge. On a eu divers publics de collégiens. Le dernier, parlons des bons. Par les bons. Les bons, bah oui, ça s'est bien passé. C'était à Pontarlier il y a quelques jours. Oui. Au début, c'était voilà, comme d'habitude. Le début un peu difficile. Voilà, quelques commentaires, quelques colibets. Voilà. Et puis après, je crois qu'ils sont rentrés dedans. Ils sont rentrés dedans et Ouais. ils ont dû. Il y en a qui ont dû penser un petit peu à ce qui se passait chez eux. Il y a des témoignages comme ça, parce que vous avez fait une grosse tournée. Il y a des témoignages de mômes qui viennent vous voir à la fin, de temps en temps, ou que vous pouvez croiser ou... Non, surtout à la sortie, quand il y a encore des gens qui sont devant. Oui, les gens sont très, très enthousiastes. Qu'est-ce qui plaît au public dans ce spectacle? Qu'est-ce qui leur plaît? Mais je crois que c'est moi, j'entends souvent, c'est une cruauté terrible, et c'est drôle, mais en même temps, c'est terrible, quoi. C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas s'empêcher de rire, évidemment, des choses, mais en même temps, il y a toujours derrière que c'est très douloureux. Ce n'est pas que c'est pas du comique, quoi. C'est pas. Ben Voilà. oui. Et ça, je crois que les gens sont très touchés par le monologue aussi, enfin Oui. de Rosine, là, quand elle dit c'est drôle, mais c'est terrible, quoi. En même temps, quand elle dit la vieillesse et maintenant,
Je trouve que c'est J'aurais un... aimé que tu ne parles pas de ça. Et moi, j'ai beaucoup de mal à lui dire, mais... Oui, Vieille femme, là. Olivier, vous disiez quelque Il chose? y a une expression terrible qui résume bien l'art de Nemirovsky, aussi bien dans Le Bal que dans Suite française que dans beaucoup d'autres de ses romans. C'est un de ses amis critiques, Henri de Régnier, qui l'a trouvé. Il disait Nemirovsky a une compassion impitoyable. Voilà. Cet oxymore, ça définit très très bien l'art de Nemirovsky. La cruauté et la pitié mélangées. Merci, on va terminer sur cette phrase-là. Faut pas aller plus loin, après ça va se gâter. Voilà, je vous rappelle 2-3 petites choses. Ne partez pas. Je voulais vous dire que déjà, Olivier Philippona, qui nous a fait l'honneur de venir ce soir, va faire une signature de son livre, de cette biographie qui est formidable. Et à la sortie, au théâtre, vous pourrez lui parler comme ça plus personnellement. Achetez-la, vraiment, c'est formidable. Achetez aussi Suite française. Je crois que c'est vraiment un très 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 beau roman. Et puis, je voudrais faire un petit peu... Il reste encore quelques places pour un spectacle de la semaine prochaine avec Claude Brasseur, une pièce magnifique sur Clémenceau. Ça s'appelle l'honneur... Oh mon Dieu, je suis fatigué. Mais vas-y. Le tigre, mais il y a un mot avant. La colère du tigre. Mais je suis dans Nemirovsky, excusez-moi. Je ne peux pas être partout. La colère du tigre, c'est une remarquable pièce, historique à la fois aussi romancée, très tendre entre cette amitié entre ce peintre et ce grand homme politique. Et je vous invite à venir. Si vous n'avez pas pris vos places, il reste encore des places. Il y a une interview d'ailleurs du metteur en scène sur le site que vous pourrez voir. Et venez voir ce spectacle. Il n'y aura pas de rencontre de l'atelier après, mais peut-être vous pourrez aller voir Claude Brasseur ou Yves Pignot qui joue ces deux grands personnages. Merci d'être fidèles et puis on se retrouve la semaine prochaine. Merci à vous.